Les SUV ces derniers temps ont eu beaucoup de critiques. Comparé à une voiture traditionnelle comme une Renault Mégane, ils paraissent plus gros, ils paraissent plus lourds, ils consomment plus et ils présentent un plus grand danger pour les piétons. Beaucoup de militants anti-voitures trouvent que ce sont des véhicules dangereux et ostentatoires et qu'il faudrait les interdire. J'ai trouvé un journal en ligne qui a fait une série de 3 articles expliquant ce qu'ils estiment être la folie des SUV. Ils représentent bien le point de vue de ceux qui veulent leur interdiction, donc c'est ce que je vais prendre comme base. Je vais prendre point par point les différents arguments, et je vais expliquer en quoi les SUV actuels sont bel et bien un problème. Mais avant, je vais aussi expliquer en quoi certains des arguments présentés dans ces articles sont d'une débilité absolue, et pourquoi les interdire n'est pas la bonne solution. Commençons avec la taille des SUV. Là, quand on lit l'article, on voit direct que ceux qui l'ont écrit ont un avis complètement biaisé. Pour un paragraphe qui passe à donner des informations, il passe 3 paragraphes à les traiter de pachydermes, de frigo roulant, de double géant, et à traiter leurs conducteurs de consommateurs intensifs d'espace. Ils prennent l'exemple du Renault Kadjar. Je cite, presque 4,50 m de long, 1,83 m de large, 1,3 tonne pour la version la plus légère. À les entendre parler, on dirait que c'est le Charles de Gaulle. Maintenant, regardons la Renault Mégane. Presque 4,50 m de long, 1,81 m de large et 1,3 tonne. Le seul point où ces deux voitures diffèrent réellement, c'est sur la hauteur. 1,45 m pour la Mégane contre 1,61 m pour le Kadjar. Ensuite, il y a la manière dont ils présentent le passé avec des lunettes roses. Ils parlent du bon vieil Renault Espace et ils expliquent qu'à l'époque, ceux qui faisaient beaucoup de routes, ils étaient responsables, ils prenaient qu'une berline. C'est dans ce genre de situation que je suis ravi de m'y connaître en bagnole parce que je vais vite les faire retomber sur terre. Le bon vieux Renault Espace, cette voiture de l'honnête père de famille. Vous voulez regarder un peu ses dimensions pour rigoler ? Maintenant, il a un peu pris des airs de SUV, donc on va regarder la génération d'avant, celle qui était vraiment un monospace. Renault Espace 4 de 2012. 4,66 m de long, 1,86 m de large, 1,80 m de haut pour près de 1,8 tonne. Maintenant, regardons le dernier Peugeot 5008 qu'ils ont qualifié de double géant. 4,64 m de long, 1,84 m de large, 1,64 m de haut pour 1,3 à 1,4 tonnes. Regardons un Renault Espace 3 de 2001. 4,52 m de long à 1,81 m de large, 1,69 m de haut pour 1,5 tonne. Il est juste un chouïa moins long et large que le Peugeot 5008 et ça s'explique essentiellement par le fait que l'Espace 3 ne suit pas du tout les mêmes réglementations de sécurité. Sur tous les autres points, le double géant de Peugeot est moins gros et moins lourd que le bon vieil Renault Espace. Et par rapport à une berline alors, Peugeot 508, 4,79 m de long, 1,83 m de large, 1,46 m de haut pour 1,4 tonne. Qu'en sont-ils des voitures moyennes ? Les grosses familiales, ça a toujours existé, mais c'est surtout avec les voitures moyennes qu'on remarque que les SUV ont pris le plus le dessus. On a déjà vu que la différence entre le Kadjar et la Mégane se limitait qu'à la hauteur. Ce que j'aimerais aussi rappeler aux chers auteurs de ces articles, c'est qu'avant qu'un SUV soit le choix pour la voiture moyenne familiale, on avait le Ludospace, le Renault Kangoo, le Citroën Berlingo, le Peugeot Partner ou encore le Dacia Docker. Les types qui ont écrit ces articles vous diront peut-être que c'était un choix moins gros, plus raisonnable et donc moins choquant. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un Ludospace à côté d'un SUV ? Voilà. Pour les petites voitures qui représentent la majorité des ventes en France, c'est la même histoire. Le Peugeot 2008 a des dimensions similaires à la Peugeot 208 et pour ceux qui sont des micro-citadines telles que la Peugeot 108, il n'y a pas vraiment de version SUV. Les SUV ne sont pas de gros véhicules. Ils paraissent gros en photo, mais ce n'est qu'une illusion. Ils ont été dessinés de cette manière parce que les acheteurs veulent quelque chose au look aventureux. La seule chose qui a vraiment changé, c'est la hauteur. Pour ce qui est de l'argument du poids, contrairement à ce que l'article dit, quand on compare le SUV d'une marque à une voiture équivalente de la même marque, on remarque que la différence de poids est infime. Mais même si les SUV étaient plus lourds que leur version voiture, du point de vue de la sécurité au freinage, ça ne changerait rien. Les ingénieurs ne sont pas cons, ils ajustent la taille des freins et des pneus en fonction. Regardez la Renault Zoé qui pèse plus lourd que le Peugeot 5008 à cause de ses batteries. Ou pire encore la Tesla Model 3 qui peut peser jusqu'à 1,8 tonne. Leurs freinages sont parfaitement normaux et leur poids n'a l'air de choquer personne. Ça ne veut pas dire que les SUV n'ont pas d'inconvénients pour autant. Un SUV consommera toujours plus que son équivalent voiture. L'article pointe une surconsommation de 8 à 10%. Prenons la Mégane et le Kadjar avec une boîte manuelle et le même moteur 1,3 litre TCE de 140 chevaux. La Mégane annonce 5,5 litres au 100 contre 5,7 litres au 100 pour le Kadjar,
soit une surconsommation entre 3 et 4%. Bien sûr, les tests pour mesurer les consommations ne sont pas du tout réalistes, donc il ne serait pas tiré par les cheveux d'imaginer une différence réelle entre 6 et 8%. Sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec l'article. Cette surconsommation est due au fait que les SUV sont surélevés et plus haut perchés qu'une voiture, ils sont donc moins aérodynamiques. En plus, la mode pour ces SUV sont de mettre des roues plus grandes avec des jantes plus larges et des pneus fins. Ce ne sont pas les meilleurs critères pour que les pneus soient le plus efficaces que possible. Enfin, il y a le problème de la sécurité vis-à-vis des piétons et des autres usagers vulnérables. C'est bizarre à dire comme ça, mais il existe une manière idéale de se faire renverser par une voiture. L'idéal, c'est de se prendre le pare-choc au niveau de la moitié de la jambe, de basculer et tomber sur le capot, de se manger le pare-brise avant de tomber par terre. Vos jambes rencontrent le pare-choc en plastique qui se déforme facilement au lieu de vous broyer les os, et ensuite le capot et le pare-brise se déforment pour absorber le choc. Le problème des SUV, c'est ça. Comme Rocco Siffredi, ils vous prennent plus au niveau des hanches, surtout si vous êtes de petite taille. L'impact se concentre plus à l'avant du capot et vous glissez dessus au lieu de tomber dessus, ce qui absorbe moins le choc. Pour les petits, vous aurez plus tendance à rebondir sur le pare-choc et à tomber par terre, puis risquer de vous faire rouler dessus. Se faire renverser par un SUV mène généralement à plus de blessures et à plus de décès qu'avec une voiture équivalente. Les enfants et les femmes sont également plus vulnérables à cause de ça, donc si vous voulez aller en faire un article féministe, éclatez-vous. Par contre, une chose me dérange. Dans cet article, il parle d'une étude américaine qui tentait d'expliquer la hausse de 46% des décès de piétons entre 2009 et 2016 aux États-Unis. Comme à chaque fois que quelqu'un fait une étude sérieuse, ils ont pris le chiffre qui correspondait le mieux à leurs opinions et ignoré tout le reste. Un élément expliquant cette hausse était les SUV, et c'est tout ce qu'ils ont décidé de retenir. La hausse de la mortalité a été enregistrée surtout sur les routes artérielles la nuit. Elle pointe du doigt l'augmentation du trafic piéton au fur et à mesure de la sortie de la crise de 2008, l'augmentation des traversées risquées des piétons à cause de l'éloignement trop grand des passages piétons, et l'augmentation générale de la vitesse moyenne due en partie à l'augmentation de la puissance des voitures. Elle recommande un meilleur éclairage public, de meilleures infrastructures de traversée, le renforcement des contrôles de vitesse et la généralisation des systèmes de détection d'obstacles et de freinage automatique d'urgence. Regardons ce que cette étude ne dit pas au public européen. Un SUV aux États-Unis, c'est pas du tout le même délire qu'un SUV chez nous. Traditionnellement, là-bas, les SUV au début étaient majoritairement basés sur des châssis de pick-up. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, mais les dimensions sont restées plus ou moins les mêmes. Ça, c'est un Ford Explorer et un Dodge Ram 1500. Pour vous donner une idée, le mec derrière mesure 1,90 m, donc pour le français moyen, vous pouvez lui enlever une tête. Ces deux véhicules mesurent respectivement 5 mètres et 5,80 m de long, 2 mètres de large, 1,80 m et 2 mètres de haut, pour un poids d'environ 2,5 tonnes. Je pense aussi que cette étude ne prend pas en compte la généralisation des smartphones entre 2009 et 2016, qui est un facteur de distraction aussi bien pour les conducteurs que pour les piétons. Au vu de tout ça, quelle est la solution? Comme à chaque fois qu'on remarque un défaut sur nos voitures pour la sécurité piétonne, on adapte la réglementation pour changer la manière dont sont conçues les faces avant. On a remarqué que les pare-chocs rigides démolissaient les jambes, on a mis en place des pare-chocs plastiques qui se déforment facilement. On a remarqué que quand la tête tapait le capot, celui-ci se déformait peu et causait des liaisons, on a mis en place des capots bombés qui absorbent le choc. On a remarqué que les pare-brises étaient trop durs, on a mis en place des pare-brises qui se déforment plus facilement. C'est pour ça d'ailleurs que l'avant des voitures aujourd'hui a l'air un peu plus gonflé qu'à l'époque. Ici, il n'y a rien de différent. On observe un problème et on le règle. Il faut mettre en place des réglementations sur la hauteur du capot et sur son angle. Bien sûr, il va falloir que des gens qualifiés écrivent les règles de façon plus précise, mais la solution, elle est là. Bannir les SUV, c'est une décision totalement arbitraire. On l'a vu avec cette image. Pourquoi ça devrait être banni alors que ça serait autorisé? Le problème n'est pas le SUV, mais le manque de réglementation sur la forme et la hauteur des faces avant des véhicules. Pour ce qui est de la surconsommation, là aussi ce serait arbitraire de bannir les SUV, parce qu'un SUV propre, comme un Tesla Model X, lui aussi serait interdit. Ce que ça nous dit des constructeurs automobiles, c'est que les réglementations sur les émissions de nos voitures ne sont pas assez sévères, puisqu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Il faut donc les endurcir. Pourquoi est-ce que ces gens veulent tellement bannir les SUV alors? D'un côté, c'est juste une mentalité de merde qui consiste à toujours vouloir bannir le moindre problème plutôt que de trouver des solutions qui fonctionnent vraiment, quitte à se tromper complètement de cible. C'est de la pure démagogie. Et à côté de ça, c'est représentatif d'une autre mentalité malsaine qui se généralise de plus en plus.
Ces gens-là en ont rien à foutre de la sécurité des piétons ou de l'impact environnemental des SUV. Je vais vous dire ce qui se passe dans leur petite tête. Ils ont décidé qu'ils n'aimaient pas les SUV, donc ils veulent que personne n'aime les SUV. Pour eux, ça renvoie une image ostentatoire d'un connard individualiste, peu importe si c'est la réalité ou non. Je ferai remarquer que Philippe Poutou conduit un Peugeot 3008. Et de toute manière, si quelqu'un a de l'argent et qui veut le montrer avec un SUV totalement ostentatoire et inutile du type Porsche Cayenne ou Land Rover Discovery, il a le droit. On n'en a rien à foutre que vous aimiez ça ou pas, vos goûts ne font pas les lois. Moi aussi j'aime pas les SUV qu'on a chez nous. On en voit partout et je trouve qu'une berline c'est beaucoup plus classe. Mais c'est pas pour autant que je viens casser les couilles aux autres et que je me cache derrière des pseudo-idéaux écolos ou sécuritaires pour imposer mes goûts. Quant à ceux qui critiquent bêtement les voitures qu'ils estiment inutiles, telles que les grosses bagnoles de riches ou les sportives, j'aimerais vous rappeler que tous les systèmes d'aujourd'hui qui rendent nos voitures aussi sûres et économiques, c'est pas grâce à la 2 chevaux ou à la Dacia Sandero qu'on les a. Les freins à disque, l'anti-blocage des roues, le correcteur automatique de trajectoire, les airbags, les phares modernes, la distribution de couple et de freinage, les systèmes anti-collision, les radars et caméras de recul, l'injection de carburant, les turbos, les voitures électriques, et j'en passe. Toutes ces choses, on le doit aux voitures de riches qui en ont financé la recherche pour Monsieur Tout-le-Monde. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Je me demande pourquoi je me suis fait chier à présenter des arguments alors que je sais très bien que le public à qui est destinée cette vidéo va même pas m'écouter. En tout cas, maintenant c'est dit. Vous en pensez ce que vous voulez, la section commentaires est là pour ça. Moi, je vous dis à la prochaine.